un autre dimanche, une autre émission, mais sur la même chaîne de télévision, Afrique Média, la chaîne bénie des dieux. Carrefour des mystères de convenance avec le style spirituel cosmique a choisi donc aujourd'hui une fois de plus pour parler de vaudou, mais pour la dernière fois. Carrefour des mystères donc va plier ses bagages de Benin pour aller se retrouver dans une autre aventure pour pouvoir dire et dépecer la spiritualité africaine. Parce qu'on a dit dans les éditions précédentes qu'on ne comprenait pas pourquoi l'Occident était chrétien, et que les Arabes étaient musulmans, et que les Juifs étaient juifs, les confucianistes, les bouddhistes et les hindouistes étaient asiatiques. Mais pourquoi les Africains étaient le seul peuple au monde de toute l'histoire de l'humanité qui est à la fois chrétien, bouddhiste, hindouiste, juif, musulman et j'en passe? Alors nous allons donc aujourd'hui comprendre, essayer de voir, essayer de faire une autopsie pour comprendre quelles sont les causes, quelles sont les origines de cette utopie pittoresque que vivent les Africains. Aujourd'hui, donc, ici et maintenant, l'équipe de Carrefour des Mystères est prête à en découdre. Eric Marcel Wakam, Alice Ngoum, Emeline Sandra Ndongola, Paul Djambi, Lombok Benoît Biton. Toute l'équipe est prête pour le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Attention, notre messe de réveil identitaire va commencer. Entrez et fermez la porte derrière vous. Baissez les vitres, baissez les volets, baissez les rideaux, fermez les fenêtres. Et asseyez-vous confortablement dans la pénombre du silence de votre maison. Laissez-vous transpercer par le son de Carrefour des Mystères. En regardant le sommet de cette émission, que voici. Carrefour des Mystères est toujours et encore au Bénin pour la 4e édition. Aujourd'hui, le Mbombo Benoît Biton vous fera visiter les autres arcanes de la spiritualité africaine à travers ses expériences personnelles et exemples pris sur les pratiques du vaudou au Bénin. La première partie vous fera découvrir les 5 grandes défaites de notre spiritualité et les moyens de les surmonter. Ensuite, en deuxième partie de l'émission, nous verrons en théorie et en pratique les différents rites sacrés et secrets de l'antique société africaine, notamment le rite de conception que le Mbombo dévoilera pour aider et servir partout où besoin sera. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement pendant 1 heure, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Pour impérialiser un peuple, il faut le couper de son passé ancestral. Or, pour l'Africain, son ancestralité est un lien sentimental qui l'unit à ses ancêtres. C'est pour ça qu'on dit le culte des ancêtres. C'est-à-dire, chez l'Afrique, le mort n'est pas mort. Le mort est l'accomplissement et l'aboutissement d'une autre vie qui permet aux vivants de pouvoir se célébrer en tant qu'individu vivant dans un monde aussi dangereux. Alors, l'ancestralité chez l'Africain est sa protection, est sa mémoire historielle, est sa lexicographie spirituelle. À partir du moment où on coupe son ancestralité, il n'existe plus rien. C'est pour ça justement que la rupture du lien généalogique a constitué la première défaite de nous, Africains. L'impérialisme culturel a plusieurs facteurs. Son filon le plus nocif infecte les racines culturelles d'un peuple au fin de l'apprivoiser. Et bien entendu, s'il faut impérialiser un peuple, ça veut dire que s'il faut avoir une influence sur un peuple, il faut simplement lui couper ses racines. Couper ses racines, ça veut dire que couper sa culture. Il faut aussi couper sa tête. Couper sa tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprivoiser et mentaliser une autre forme de pensée dans sa tête. Ça veut simplement dire qu'il faut l'apprivoiser mentalement et culturellement. C'est tout. Arbre sans racines est mort. C'est connaissant ce concept que nos cultures ambiantes ont été la cible du terrorisme institutionnel contre l'émancipation des peuples noirs. Pour pouvoir entrer dans le cime même de la vie et des mœurs d'un peuple, comme l'a fait l'Occident sur nous, il faut simplement rentrer avec l'émancipation, c'est-à-dire une autre forme d'émancipation mentale, mais aussi en coupant les règles, les vicissitudes et surtout l'émotion ambiante locale. Quand on le fait, le peuple n'existe plus et on l'apprivoise. Ce plan machiavélique
vise à couper le pont entre le passé subjectif et le présent objectif, ou en d'autres termes, il s'agit de rompre les liens sentimentaux entre le peuple africain et son passé ancestral. Mais pourquoi Mbomboko? Vous savez, chez l'Africain, on dit que le mort n'est pas mort. On a toujours une conscience à l'état de veille avec le mort, c'est-à-dire on communique avec le mort. Maintenant, pour ne pas avoir encore ce registre-là qui est très fort, parce que c'est très puissant, avoir ce lien avec le passé ancestral, il faut le rompre. Il faut couper le sentiment idéologique qui unit l'individu à son ancestralité. C'est ce qui a été fait. On a coupé l'Africain de son ancestralité et de fait, il n'existe plus de lien avec le passé et le présent. Les liens émouvants chez l'Africain avec son ancestralité sont l'institut de son culte antique, mystique et cosmogénétique. Bien entendu, l'ancestralité chez l'Africain est une force ambiante. C'est son pouvoir par excellence parce qu'on parle du culte des ancêtres. C'est un culte enseignant et un culte puissant, cosmogénétique, cosmotique et cosmologique, parce que c'est une puissance qui réside dans la puissance de l'intellect de l'Africain avec son passé ancestral. Il fallait donc rompre ça, et l'Occident a réussi cette prouesse de rompre cette ancestralité, a été son cheval de bataille. Et aujourd'hui, que sommes-nous? Rien du tout. En brisant ce socle, les Occidentaux ont réussi à rompre l'écho et la caisse de résonance de la science africaine qui était basée sur la connaissance du monde et sa transformation sous la diligence des ancêtres. Parce que la science chez l'Africain ne réside pas simplement par l'intellect, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement par l'intelligence humaine que l'on peut arriver à connaître le monde, à interpréter le monde afin de le transformer. Non, mais c'est aussi en puisant dans le sort du passé. C'est-à-dire quoi le son du passé? Le son du passé nous permet d'entendre la réalité du monde akashique, qui est notre devise spirituelle qui permet que nous puissions arriver à l'émancipation de notre société. La fixation de la conscience sociale chez le noir passe forcément par le pouvoir ancestral. Et c'est pour ça qu'il fallait le rompre. Pouvoir ancestral et rupture. Cela crée une aliénation. C'est-à-dire que du point que ce pouvoir ancestral a été rompu, nous a plongé directement dans l'aliénation mentale et morale. C'est ainsi que notre code ancestral a été modifié et reprogrammé. Nous sommes passés de la conscience ancestrale à la conscience ecclésiastique, notre première défaite. Le même phénomène de vide naturel n'existe pas chez l'impérialiste. Ça veut dire qu'une fois on a compris qu'on a coupé ce lien sentimental qu'on avait avec notre ancestralité, il fallait remplacer par un autre modèle. Cet autre modèle donc qui nous a plongé dans la conscience ecclésiastique que nous connaissons aujourd'hui, avec tous ces méandres, avec toutes ces vicissitudes et avec tous ces concepts coloniaux qui ont permis que l'Africain a muté sa conscience. Au lieu d'avoir sa conscience ancestrale, on est plongé dans une imagerie perverse qui nous fait vivre un monde de corps que nous ne connaissons pas, mais un monde d'esprit sans esprit, un monde de cœur sans cœur. C'est le pion du peuple, n'oubliez pas ce que quelqu'un disait. La rupture des liens généalogiques a permis à l'Africain de pouvoir se perdre encore plus et a créé encore d'autres conséquences, notamment la perte de sa mémoire ancestrale. Et c'est ça qui l'a donc permis qu'il puisse être réenregistré dans d'autres modèles. Et les modèles qui ne sont pas les siens, qui ne sont que des caricatures historiques du temps et de l'espace. C'est donc ainsi que, au cours donc de son histoire, on lui a enregistré une autre inféodation et une autre assimilation dans d'autres cultures qui ne sont pas les siens, mutant ainsi de son passé ancestral à un autre registre qui ne lui ressemble pas. Ici donc maintenant le récit d'Alice Ngaoum va nous entraîner à comprendre notre deuxième défaite, l'inféodation culturelle et son assimilation. Regardez. Une fois la mémoire ancestrale effacée, place à un autre rapport de force où l'Africain se présente affaibli, puis cloué au pilori de sa propre histoire. Bien entendu, tout peuple qui a voulu conquérir un autre, tout peuple qui a voulu influencer un autre est passé forcément par ces deux thèmes, par l'inféodation et par l'assimilation. Nous savons que la voiture balai qui a précédé l'assimilation à d'autres peuples, c'est la religion. Partout où la religion chrétienne est passée, il y a eu justement inféodation culturelle et puis l'assimilation culturelle. Mais aussi il y a eu ce qu'on pourrait appeler l'impérialisation jusqu'au cœur même de notre psychologie, jusqu'à la réalité mentalisée autre. Ça veut dire que l'Africain a fini par rentrer dans un autre sujet qui n'est pas le sien et qui vit maintenant dans l'imagerie populaire selon lequel l'autre est plus grand que lui et que lui ne saurait exister. C'est pour ça que tout ce qui est bien pour l'Occident, mais tout ce qui est mal pour l'Africain. Ça, c'est une conception erronée dans la mentalisation de celui-ci.
C'est une désolante caricature où le peuple africain se retrouve déshabillé de ses habits pour se mettre une friperie de troisième choix. Car une fois les racines coupées, le tronc tangue et ne résiste plus aux intempéries. Mais bien sûr, Alice, ce qui nous renvoie à notre deuxième défaite. Parce qu'en fait, quand on enlève l'entité qui est en soi et qu'on ne remette plutôt maintenant que la friperie de choix et de troisième choix par ricochet, ça veut dire qu'on a perdu donc l'essence de notre vitalité, on a dépersonnalisé notre être et puis nous ne saurions plus jamais exister sans la personnalité de l'autre. C'est pour ça qu'on sera toujours inférieur, parce que tout cela est psychologiquement bien joué, afin que l'Africain ne puisse pas se retrouver comme un être humain. Il est déshumanisé. Il devient l'objet des choses humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se sert comme on se sert des autres. Voilà donc le début de l'idéologie de l'esclavagisme. L'inféodation culturelle dont est victime l'Afrique l'a privée de ses racines et de son éminence grise, ce qui a entraîné la perte de nos repères spirituels et la mort tranquille de notre science. Bien entendu, peu d'Africains même savent que l'Afrique est le berceau des inventions scientifiques et même le berceau de la science en général dans son sens le plus excellent possible. Et peu d'Africains savent qu'il y a l'historicité africaine dans les grandes inventions, dans les progrès scientifiques. Il faut le leur rappeler à chaque fois afin qu'ils comprennent qu'ils sont des êtres humains, non pas seulement à part entière, mais entièrement à part. Ils ont une spécificité à eux qui leur permet qu'au concert de la mondialisation, ils puissent apporter aussi leur état des choses, leur état d'être, leur expérience et ce qu'ils ont apporté. Mais peu d'Africains malheureusement le savent parce qu'ils ont été assimilés à d'autres cultures. Ils pensent que c'est les autres qui ont tout fait et eux ne sont que des consommateurs béants. Cette défaite est la pire que toutes parce qu'elle est le point d'ancrage du phénomène social de l'aliénation et de l'auto-aliénation de l'homme noir. Ainsi donc, le plateau et l'adage de l'aliénation et de l'auto-aliénation de l'homme noir est peint. En fait, c'est quoi le tableau de l'aliénation et de l'auto-aliénation? Ça veut dire qu'on a aliéné le noir. On lui a rendu moins que rien. Il a été simplement assimilé aux choses humaines, c'est-à-dire il a été chosifié. Mais maintenant, lui aussi continue à concourir le même. Parce qu'en fait, quand on marche bien, on dit qu'on marche quand même là. Quand on mange bien, on dit qu'on mange quand même là. Quand on vit bien, entre guillemets, on dit qu'on vit comme un blanc. Ça veut dire que le blanc devient donc le fantasme du noir. Mais c'est dû à cette aliénation et à l'auto-aliénation de l'homme noir. Et cette auto-aliénation est encore beaucoup plus pire que l'aliénation elle-même. Parce qu'en fait, c'est que le courant est donné, le champ libre est donné, le système est mis en place et le noir lui-même continue à terroriser mentalement et culturellement son prochain. À cette inféodation culturelle, un autre poids s'est ajouté. Bombok, c'est l'assimilation de notre conscience à d'autres réalités, notamment l'affiliation et l'appartenance à une autre descendance généalogique. L'une des profondes défaites que nous avons encore, c'est que nous sommes assimilés à un autre courant généalogique. On nous dit qu'on est des descendants d'Abraham. Je n'ose même pas le dire parce qu'en fait, c'est une insulte à ma propre intelligence. Et c'est aussi une insulte à l'intelligence collective de tous les Noirs qu'on leur dise qu'ils sont des descendants d'Abraham. Donc, l'ancêtre d'un autre peuple, qu'ils sont leurs descendants. C'est utopique. Ça tombe des nues. C'est des vertes et des pas mûres. Je ne comprends rien. Si vous comprenez quelque chose, rendez-moi compte. Cette assimilation a un autre code sociologique qui crée un trou noir à notre mémoire collective. Résultat, l'Africain ne se reconnaît que dans la peau d'un autre. Notre deuxième défaite. La société africaine, donc ainsi dûment dupée par l'histoire du temps, a perdu tous les garde-fous qui gardaient un peu sa tradition et sa culture. Aucun facteur de lutte ne l'a permis de pouvoir se garder et se protéger. Et c'est pour ça que nous, les descendants de cette idéologie venue d'ailleurs, nous sommes presque à la perte de vitesse de notre temps. Et nous avons aussi perdu nos repères. Et c'est pour ça que nous mettons en garde ici maintenant, par la voix d'Alice Ngaoum, pour dire non, non, non au satanisme. Dans un monde en pleine déchéance comme le nôtre, avec l'avènement de la mondialisation où tous les peuples doivent dévoiler leurs spécificités culturelles, considérant que le 21e siècle est celui de la liberté, voyant le danger du sataniste du nouvel ordre mondial,
dans sa progression, planer sur l'Afrique et la perversion de sa jeunesse. Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, invite tous les Africains à l'éveil de la conscience, de la spiritualité africaine et à l'insurrection intellectuelle contre des modes de vie que l'Occident veut nous imposer en disant non. Non au nouvel ordre mondial, non à la prolifération des sectes, non à l'homosexualisation de la société africaine, non à l'émancipation du satanisme en Afrique. Non, non et non. Tout impérialiste est machiavélique dans son sens le plus anthropologique du terme. Et tout impérialiste aussi jonche avec le satanisme. Et tout sataniste, justement, n'a aucune forme de sentiment humain. Et tout impérialiste, en fait, ne pas regardant sur l'histoire des autres, il ne pense qu'à lui. Parce que l'égoïsme fond avec sa projection mentale sur l'avenir du monde qui est fait selon le destin de son mental. Et c'est pour ça justement que, en dépétrisant les Africains, on leur a imposé d'autres signes. Et mais surtout, on a altéré complètement leur lieu sacré, qui étaient donc les mouvances spirituelles qui leur permettaient de pouvoir connaître Dieu, connaître la cosmogonie, afin de pouvoir se fonder dans la masse cosmique et de mieux vivre dans un monde qui est de plus en plus dangereux. Ici donc et maintenant, Alice Ngaoum, sur notre troisième défaite, va tenter de nous mener à comprendre ce que c'est que la spoliation des lieux sacrés que les Africains ont subi par rapport à leur spiritualité. Regardez. Une autre défaite lourde de conséquences est la spoliation des lieux sacrés. C'est un acte de terrorisme culturel et de vandalisme spirituel. Le terrorisme n'est pas que matériel. Le terrorisme n'est pas que militaire. Le terrorisme n'est pas que violence par des actes de vandalisme, non. Le terrorisme, c'est aussi la rupture d'un lien qui existe entre un peuple et ses vestiges. Les vestiges du passé ancestraux, c'est-à-dire les lieux sacrés, ont été terrorisés, ont été impérialisés. Et on y a mis des stigmates d'impérialisme. Je n'ose pas citer ces sacrements qui sont dans les lieux sacrés, afin de marquer une victoire militaire sur un peuple culturellement parlant. Quand un peuple en arrive là, c'est son identité propre et sa filiation philosophique dans sa cosmogonie qui sont remises en question. Bien entendu, à partir du moment où le lieu d'identification, parce que l'identification c'est un lieu sacré, le lieu d'identité propre, d'identité remarquable d'un peuple a été spolié. À partir de cet instant, il y a une errance géostratégique, géopolitique, une errance géolocale de tous les enseignes et puis de tous les symboles de ce peuple. Et c'est ce qui arrive. Quand on spolie un lieu sacré, finalement, les gens n'ont plus de lien spirituel avec le cosmos. Parce que le lieu sacré, c'est ce lien spirituel, l'interface entre le monde vivant et le monde cosmique, invisible. Et c'est là donc l'émancipation de Dieu qui est toute remise en question. Et finalement, on n'existe plus, culturellement parlant, spirituellement parlant. Bref, on est déshumanisé. Ce qui caractérise un renforcement de la perte de nos repères et notre déperdition dans le temps. Car on est perdu tel un poulet qui cherche son chemin de retour, mais sans jamais le trouver. À partir de ce moment-là où la conscience de Dieu a été altérée, à partir du moment où on a perdu les repères qui mènent vers la conscience de Dieu, à partir de ce moment-là, l'émancipation de Dieu à travers le peuple n'existe plus parce qu'on le lui a défait. Et justement, cette émancipation est nécessaire pour la probité et la conscience sociale qu'on doit fixer dans un peuple. Or, nous l'avons perdu. À partir de cet instant-là, nous sommes perdus nous-mêmes dans le grand cosmos, dans le grand océan de l'univers. On va où? Puisqu'il n'y a pas de repère. On va nulle part. Et bien entendu, on nous oriente vers une autre direction qui n'est pas la nôtre et qui est même très contestable par l'histoire. Ce phénomène consiste à détruire tous les symboles caractéristiques au culte pour les remplacer par d'autres formats religieux. Bien sûr, les autres formats religieux qu'on nous a amenés, on nous a surtout appris que Dieu était au ciel. Quand on lève le ciel, l'Africain va lever le ciel du matin jusqu'au soir à prier un Dieu qui ne l'écoute même pas, qui est à des années-lumière de lui. Parce qu'en fait, il a perdu le lien avec ce Dieu qui est simplement l'anima, qui anime tout, qui a donc proféré la philosophie de l'animisme, c'est-à-dire que l'animisme est un culte divin, vivant, viable pour l'Africain qui pense que Dieu est en lui, Dieu est avec tout, Dieu est dans tout, Dieu est dans tout. Mais quand on lui dit que Dieu est au ciel, pardon, aux cieux, dans les cieux, à partir de ce moment-là, il va le chercher dans les cieux. C'est pour ça que les Africains regarderont toujours le ciel du matin jusqu'au soir à prier un Dieu qui est trop loin, qui ne les écoute pas. Attention, il faut revenir et redécouvrir encore la véritable filiation qu'on a avec Dieu. C'est très important pour nous.
L'exemple type de ce phénomène se trouve au Cameroun, dans la région du littoral, département de la Sanaga-Maritime, sur le Ngok Litoba, la grotte sacrée des Bassa Batimpo, où l'Église a imposé sa domination avec ses propres moyens d'impérialisme, croix et statue de Marie. Oui, pour tous ceux qui ont déjà fait le pèlerinage à Ngok Litoba, qui est la grotte sacrée de l'ère géographique Bassa Batimpo, c'est-à-dire j'en fais partie et j'en sais quelque chose, je peux à contre-cœur dire que c'est une imposture réellement historique que de mettre dans un certain nombre de sacrements qu'une église et bien qu'une religion dans le monde a ses propres croyances et de les imposer à un autre peuple afin que celui-ci puisse être inférieur dans ses croyances. C'est quand même terrible. C'est un hold-up historique qui est scientifique même, un hold-up spirituel qui n'a pas de nom. Et ce hold-up donc là, comment faire donc pour s'en défaire et pour l'enlever dans notre histoire propre? Enfin, nous sommes cloués donc dans ce pilori parce que c'est une histoire faussée, qui est frustrante, qui est dénaturée, qui est détronquée. Mais maintenant, que faire? That is the question. Et ils sont partout dans le monde noir des cas comme ceux-là qui sont opiniâtrement des cas de push culturel et de hold-up spirituel. Notre troisième défaite. Les impérialistes sont tout sauf bêtes. Parce qu'ils connaissent tout, ils connaissent toutes les techniques psychologiques, parapsychologiques et humaines pour pouvoir déperdir un individu et par ricochet un peuple. Le peuple africain, dans son essence spirituelle, a été déperdu et pareil. Parce qu'en fait, de défaite en défaite, il est arrivé à la 4e défaite. Et cette défaite est encore loin de mettre. La plus forte et la plus puissante, c'est celle où l'individu n'existe plus et n'a plus de conscience, n'a plus de connaissance. Parce qu'en fin de compte, Alice Kaoum, dis-leur pourquoi l'Africain, dans sa sobriété spirituelle sémantique, est arrivé jusque-là, à cette 4e défaite que tu vas désigner. L'un des événements les plus marquants qu'on ait produit à l'inconscient collectif du noir, c'est qu'on l'ait plongé dans une forme d'illumination bâtarde qui l'a anéanti. En fait, la fidélisation d'un individu, par ricochet en général d'un peuple, par rapport à une conscience nouvelle qu'on veut lui donner, c'est l'imagerie. C'est-à-dire qu'il faut créer des images qui puissent plonger l'individu dans l'imagerie et dans les rêves, dans le fantasme. En fait, les images probantes qui ont été présentées à l'Africain comme quoi l'ange est blanc et comme quoi le démon est noir, c'est une photo, une simple d'épilepsie photosynthétique dans laquelle l'Africain est tombé. Et aujourd'hui, forcément, quand on parle des démons, on pense qu'ils sont noirs et quand on parle d'anges, on se les représente mentalement comme étant des blancs. De vous et moi, qui est le plus grand entre le démon et l'ange? On vous dira que c'est l'ange qui est le plus grand et que le démon est inférieur. Entre vous, de vous à moi, quand vous êtes donc épileptiquement photosynthétisé, vous pensez que vous qui êtes noir, donc démon, vous êtes et vous parlez mieux que le blanc qui est ange? Pas du tout. C'est parce que par inspiration, vous vous êtes fait cette image. Et donc vous êtes donc victime de ce qu'on appelle l'épilepsie photosynthétique. Et vous en êtes des vraies victimes. Et ces victimes donc là ne sont pas rien, ou bien ne sont rien d'autre que des malades. Et c'est justement ce que Bob Marley appelait esclavage mental. Cet esclavage mental nous donne un rang d'inférieur. C'est-à-dire que nous avons toujours le complexe du blanc. Parce que le blanc est plus fort. Il y a même beaucoup d'Africains qui disent que la magie du blanc, c'est pour les inventions et la magie du noir, c'est pour la destruction. Entre vous qui pensez comme ça et ceux qui ne pensent pas comme ça, qui est le plus naïf? Je vous pose la question. Car depuis des lustres, les Occidentaux ont compris la technique de l'éblouissement qui consiste à reproduire des imageries fictives qui conditionnent l'aboutissement des masses. Justement, et les masses donc se sont trompées. Or, non seulement les masses se sont trompées, mais les masses se sont abruties. Cela a consisté à abrutir le noir, qui n'existe même plus en fait. Pardonnez-moi d'utiliser le terme existence. Mais c'est ça. L'existence, c'est quoi? L'existence conditionne la présence. Or, la présence a un certain nombre d'agrégats et d'attributs qui lui permettent de faire croire qu'on est existant en tant qu'être humain. Or, cet agrégat, nous ne l'avons plus. Et nous n'avons plus ce qu'on appelle l'étang en philosophie. L'étang, c'est quoi? C'est-à-dire que l'être qui vit dans un espace. Or, quand vous ne convenez-vous pas, et quand vous ne vous convenez même pas à cet espace, vous n'êtes plus dans le cadre existentiel. Et votre existentialité est donc dépourvue d'un sens humain du terme. Et c'est donc ce qui est arrivé. Car, selon De Capriati, l'image répétitive dans le temps peut altérer notre perception sensorielle et déformer notre aptitude mentale d'analyse objective. Ce phénomène est appelé épilepsie photosynthétique Mbombok. Oui, c'est une analyse très objective.
C'est-à-dire que si on pense aujourd'hui que, à force de voir ces images, à force de se les représenter et à force qu'on les martèle du plus petit au plus grand, cela a contribué dans le temps et l'espace à être dégénéré vers la descendance. Parce que du fait des informations génétiques, c'est passé du père au fils, c'est-à-dire que dans la descendance et dans la lignée, tous ont convenu les mêmes fantasmes, et tous ont convenu les mêmes complexes, tous ont convenu la même bêtise, et tous ont convenu la même maladie psychologique qui relève de la psychiatrie, de penser qu'on est un sous-homme et un autre on le loue comme un surhomme. C'est pathétique. Dans la recodification de notre mental, certains tableaux caricaturant le démon avec une longue queue et l'ange avec une peau blanche ont contribué à créer un complexe d'infériorité du noir, symbole du mal, vis-à-vis du blanc, symbole du bien. En parlant de ce symbolisme, Alice, vous touchez là un point très important, surtout dans ce qu'on pourrait appeler la théologie moderne. La théologie moderne, justement, a le devoir aujourd'hui de changer ces images, afin de pouvoir se représenter une image fixe des humains. Mais c'est encore très éhonté. Quand au fil du temps, on a compris que la supercherie est découverte et que l'on change maintenant, on représente certains sceptres sacramentels blancs qui sont devenus noirs, c'est pathétique encore. C'est-à-dire que ça montre que la supercherie, une fois le conseil intellectuel le comprend, on cherche à le réadapter différemment. Mais on se moque de qui? De qui se moque-t-on? Ce statut mental a aussi servi à l'alimentation du fantasme du blanc sur ce qu'on voit du bien dans tout ce qu'il fait. Oh, lâche-moi, je vis comme un blanc, je marche comme un blanc, je m'habille comme un blanc, j'enjance comme un blanc, je mange comme un blanc. Bref, je suis bien comme un blanc, je suis comme je suis. Mais en fait, on oublie que ce n'est pas le noir qui parle, mais c'est le blanc dans le noir qui parle. En fait, ce sont des exemples clés que l'on entend ici et là dans les quartiers et dans les masses populaires. Les gens se le disent et se la racontent à chaque fois. Je suis plus fort que toi, je suis un blanc. Je vis chez les blancs. Et comme je vis chez les blancs, ça me donne un statut beaucoup plus supérieur. C'est un complexe d'infériorité qu'on se fait. Mais bref, ce n'est même pas un complexe, il faut le dire dans le sens humain du terme. C'est une maladie psychologique. Le black qui va prendre un blanc comme un statut élevé et spirituellement grand n'est autre chose qu'un malade mental. Ne le faites jamais et ne pensez jamais qu'un autre, parce qu'il est d'une autre race, est supérieur à vous. Jamais. C'est un trait caractéristique de notre infériorité vis-à-vis du blanc, notre quatrième défaite. Dans cette forme d'épilepsie impérialistique, qui est épithétique à l'épilepsie normale, Bob Marley a trouvé la bonne formule. C'est l'esclavage mental. Or, l'esclavage mental lessive l'individu dans son cinquième rang et dans son cinquième plan, qui est le plan de la réflexion, qui est le plan de la psychologie et le plan du sentiment intérieur du toucher. Et ce toucher intime et intérieur est effacé avec d'autres agrégats qui sont des sortes d'images qui perversent et qui pervertissent le cortex cérébral de l'Africain. C'est ce qui donc a été passé dans cette épilepsie photosynthétique. Le monde change, la perte des repères spirituels nous le prouve. La domination des forces du mal sur l'humanité est de plus en plus effective. Il y a comme un glissement de toute l'espèce vers les abîmes de l'infini. La société des hommes est inféodée par l'enfer. Que faire? Faut-il laisser faire? Non. Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, jette le pavé dans la mare et éclabousse le nouvel ordre mondial imposé par les satanistes. Filles de la lumière, fils de la lumière, dès janvier 2016, ne manquez pas les grands débats autour du thème « Émancipation du diable sur les affaires du monde ». Carrefour des mystères sur Afrique Média. Réagissez dès maintenant au numéro de téléphone 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. À bientôt. Maintenant, ce n'est pas tout. Pour pouvoir encore pousser le vice plus loin, le sinistre un peu plus loin, il faut aller rentrer dans les mœurs. Les us et les coutumes doivent être dérapés et doivent être dépravés afin de pouvoir les muter vers d'autres concepts et vers d'autres pratiques qui n'ont rien à voir avec la réalité anthropologique. L'Africain donc a prouvé ça. Il a donc subi une fois de plus la cinquième défaite qui est la dépravation des mœurs. D'autres défaites sont à craindre. Elles concernent l'histoire de notre temps. Entre autres,
il y a le déréglage des comportements sexuels. Le plus grand comportement qui puisse être logique, séant, bien séant dans une société des hommes, c'est le comportement sexuel. C'est dans le comportement sexuel qu'on régit la régulation de la société, c'est-à-dire que la société doit être régie par des règles strictes en matière de conception et puis en matière de sexualité. Dans toutes les sociétés du monde entier, c'est un point qui est très épithétique. C'est-à-dire que c'est un point qui regarde et qui concerne réellement la vraie bien tenue et la vraie bonne séance dans une société des hommes. La sexualité est un moyen de soumission énorme qui n'a pas échappé à l'intelligence sinistreuse et machiavélique des impérialistes qui l'utilisent à cœur joie pour contrôler et soumettre les Africains. Or, à partir du moment où on déprave cette activité, cette sexualisation, et à partir du moment où on donne d'autres comportements et puis on les impose dans une société, la société se dérègle. Les us et les coutumes changent. C'est-à-dire que le fonctionnement, le modèle de fonctionnement sexuel change complètement. C'est-à-dire que le pôle d'activité sexuelle change aussi de camp. Ça vient d'un pôle de sexualité nativiste à un pôle de sexualité érotique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec ce que les Occidentaux veulent nous faire comprendre et faire apprendre. Ces moyens sont sans limite et visent à avilir notre concept social et spirituel du principe de la sexualité chez l'Africain. Or, l'érotisme, avec toutes ses conséquences, dérègle et dérégule complètement une société. C'est-à-dire, par exemple, si l'on commence à concevoir qu'un homme qui couche avec un autre homme, c'est une réelle chose, c'est une bonne chose, c'est réel, c'est compréhensible, il faut l'accepter. À partir de ce moment-là, le conceptacle même des valeurs sociales et des valeurs spirituelles, des valeurs morales même change de camp. Et à partir de cet instant-là, il n'existe plus de limite. Tout est possible. Ça veut dire qu'un jour, on sortira des lois où les pédophiles seront aussi responsables, mais comme ils sont justement des êtres humains comme tout le monde, ils doivent être dépénalisés. Justement, on va arriver à cette société. Et vous voulez me dire que c'est un modèle de société? Je ne vous crois pas. En effet, selon la tradition africaine, seule la pratique nativiste de la sexualité est admise dans nos mœurs. Oui, parce que le principe de sexualité chez l'Africain est nativiste. C'est très important. C'est-à-dire que nous allons à l'activité sexuelle par nativisme. C'est un concept de nativisme. Le nativisme voudrait que nous allons à l'activité sexuelle au fin de pouvoir procréer et de prospérer justement les valeurs de la descendance de l'espèce. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain doit pouvoir procréer pour assurer la descendance. Et ça, c'est dans le concept anthropologique. Maintenant, changer ce concept voudrait dire que changer l'humanisme, c'est-à-dire que nous ne sommes plus des êtres humains. Nous allons donc maintenant vers un autre pôle, je ne sais pas quoi, comment on va l'appeler. L'animisme, je ne sais pas. Comment on va l'appeler donc? L'animalisme, j'en sais rien. Pourtant, un déréglage de ce comportement qui s'est mis en place entraîne une autre pratique d'un autre système inapproprié pour les Africains. C'est l'érotisme avec toutes ses conséquences. Et dans nos mœurs, on conçoit que l'activité sexuelle est bipolaire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un homme seulement et une femme qui s'unissent par le lien de la sexualité. C'est-à-dire que homme, qui est le principe positif, et la femme, qui est le principe négatif. Attention, ce n'est pas négatif dans le sens péjoratif du terme, non. Négatif dans le sens énergétique du terme. C'est l'union des dieux qui va produire ce qu'on appelle l'incandescence. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, il n'y a qu'un homme et une femme qui se mettent à s'accoupler, qui vont donner la création d'un enfant. Ou alors qui va donc procréer une sorte de luminescence spirituelle, de l'élévation spirituelle, de la révolution de la conscience, de l'émancipation de l'individu et de son émancipation sur le plan de Dieu. C'est comme ça que ça se passe en Afrique et rien d'autre. L'une de ces pratiques est l'homosexualité. Bien pire qu'un droit qu'on en fait, c'est une dépravation totale des mœurs. Ça fait partie du plan chaotique mis en place par le nouvel ordre mondial, présidé par le grand empire satanique. Le mot homosexuel, homosexualisme, homosexualité n'existe dans aucune langue africaine. Bref, en tout cas des langues bantoues. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en ma langue, je parle le bassa. En ma langue, le bassa, le mot homosexuel n'existe pas. Ça veut dire que c'est une importation étrangère. Et qu'on voudrait donc maintenant imposer dans une autre lexicographique historique d'un peuple. Et ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, c'est une forme d'hérésie. C'est une forme de blasphème. C'est même une forme de, on pourrait dire, de dyslexie conceptuelle. C'est-à-dire qu'on conçoit une chose qui n'est pas appropriée à un contexte. On ne peut pas le contextualiser ici. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. C'est un comportement qui vient d'ailleurs. Parce qu'un homme et un homme ne sont pas faits pour faire l'amour.
Une femme et une femme ne sont pas faites pour faire l'amour. En tout cas, dans le concept et le sens africain du terme tel que moi je le connais. Pas du tout. Le peuple africain est non violent. Son émancipation dans le temps s'est faite sans garde-fou et sans facteur de lutte pour la protection de son espèce. Notre 5e défaite. Le peuple africain tel que je le connais, en tout cas dans la spiritualité de ma propre descendance spirituelle et sociologique, l'homosexuel, c'est celui qui est attiré par des personnes de son sexe. Il y a justement une parade contre ça. Il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la tradition africaine dans tous les peuples du monde entier considère ceci comme une sorte de malformation hormonale qu'il faut savoir réorienter, c'est tout. Or maintenant, ceux qui nous gouvernent et ceux qui pensent qu'ils peuvent penser à notre place, qui veulent refonder une nouvelle civilisation où les gens se marient entre eux dans le même sexe, pensent que justement c'est un droit. C'est même un devoir finalement, parce qu'en fait, il y a même des techniques scientifiques aujourd'hui qui font qu'on peut inoculer le dysfonctionnement hormonal d'une fille ou bien d'un garçon, et que la fille qui est peut-être bien née hormonalement bien, finalement puisse avoir pour déviance sexuelle les filles de son sexe. Finalement, c'est comme ça, c'est une possibilité. Or, c'est une réalité sataniste et satanique que les Africains doivent savoir contrecarrer, parce qu'en fait, cela n'est fait que de façon volontaire pour pouvoir déstabiliser et continuer encore une fois de plus la macabre évolution de l'Africain vers sa déchéance et vers la captivité. Ce genre de comportement, ce genre de pratique altère la vie de l'individu au sein de sa société. Parce que ces comportements, ces pratiques ne relèvent pas de son milieu ambiant duquel il est produit. On le lui impose. En l'imposant donc, justement, on mute sa connaissance, on mute sa conscience. Et le conscient collectif donc africain se trouve ainsi dépravé. C'est-à-dire aujourd'hui, en allumant la télévision et on voit ailleurs qu'un homme et un homme se marient, une femme et une femme se marient, on trouve cela normal. Parce qu'en fait, on a poussé le bouchon un peu plus loin de façon sinistreuse pour pouvoir faire croire aux Africains que ce qui ne relève pas de son comportement social est réel et normal. Et les Africains doivent dire non, non, non. Dans un monde en pleine déchéance comme le nôtre, avec l'avènement de la mondialisation où tous les peuples doivent dévoiler leurs spécificités culturelles, considérant que le 21e siècle est celui de la liberté, voyant le danger du sataniste du nouvel ordre mondial, dans sa progression planée sur l'Afrique et la perversion de sa jeunesse, Carrefour des mystères, dans son rôle de contrepoids aux ténèbres, invite tous les Africains à l'éveil de la conscience, de la spiritualité africaine et à l'insurrection intellectuelle contre des modes de vie que l'Occident veut nous imposer en disant non. Non au nouvel ordre mondial, non à la prolifération des sectes, non à l'homosexualisation de la société africaine, non à l'émancipation du satanisme en Afrique. Non, non et non. Nous avons vu nos défaites, quelle est leur cause et quelles en sont les origines. Nous comprenons donc maintenant que ces origines sont exogènes, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que nous puissions comprendre quelle est la manière par laquelle nous devons passer pour reconstruire un nouveau corps de sciences sociales spirituelles et pour pouvoir recoudre le voile spirituel et initiatique qui a été déchiré par les mouvances exogènes. Et aujourd'hui, au pilori de l'histoire, nous devons donc comprendre à la lumière de ces défaites que nous avons tous le droit et le devoir de pouvoir recréer afin de pouvoir retrouver une nouvelle mémoire, celle qui rentre dans les méandres même de notre spiritualité. Et ici et maintenant, cette édition de Carrefour d'un mystère vous permettra de remonter donc sur votre source spirituelle traditionnelle afin de comprendre que vous avez un patrimoine culturel matériel et immatériel à revaloriser et à mettre en terme, afin que dans l'histoire du temps, vous puissiez résoudre dans l'éternel présent de la mondialisation. Alors, les 5 états de notre reconstruction, les voici, diminués ici et expérimentés, puis redites par Alice Ngoum. Regardez. Nous avons en effet fait l'autopsie de nos défaites. Nous savons maintenant pourquoi nous avons fait la négation de notre propre existence. Une fois on a fait cette autopsie, l'autopsie de nos propres défaites, finalement, il faut simplement trouver le chemin de l'inverse. C'est ce qu'on appelle le retour aux sources, parce qu'on a compris. C'est comme dans les textes sacrés des autres religions, on parle du retour de l'enfant prodigue. Il faut simplement revenir aux sources pour comprendre mieux qui on est,
pour mieux aimer sa source et pour mieux maintenant reprendre un autre développement, une autre voie qui mène vers la libération totale. Ce qui nous ramène à nous poser des vraies questions sur notre retour à nos sources primordiales et authentiques. Et c'est donc là où les vraies bases de l'authenticité se posent. Parce qu'il faut ce qu'on appelle l'authenticité. Cette authenticité nous permet justement de pouvoir retrouver notre valeur traditionnelle, ce qu'on appelle la spécificité spirituelle, et retrouver justement ce qu'on appelle le patrimoine culturel matériel et immatériel, qui sont les deux aspects qui sont à la fois exogènes, c'est-à-dire exotériques, c'est-à-dire que ce qui peut être vu à l'extérieur, ça c'est sur le plan matériel, et sur le plan aussi ésotérique. Et ça ouvre une troisième voie qu'on appelle l'initiation. C'est cette initiation donc qui est notre propre victoire que nous devons emporter sur l'impérialisme. Mais pas seulement, car ce n'est guère facile tant il y a pas mal de cueils à surmonter. Mais véritablement, nous devons prendre conscience qu'à la lumière de nos défaites, nous pouvons remporter des victoires. Une fois on a fait l'autopsie de ces défaites, une fois on a compris les failles de son propre système, surtout nous Africains, nous comprenons que notre système n'était pas violent, c'était un système non violent. C'est pour ça que nous n'avons pas eu des facteurs de lutte pour protéger notre spiritualité. Mais maintenant que nous avons compris que cette ouverture poreuse a permis l'inféodation et puis l'infiltration des mouvances exogènes spirituelles, politiques, géopolitiques, géostratégiques, ce qui nous a défait, il faut maintenant trouver donc les vraies voies de la victoire. Encore faut-il mieux se préparer pour la bataille. Et il n'y a pas de meilleure préparation qu'une bonne organisation, car sans une organisation sérieuse, on ne peut déboucher vers une vraie unité. C'est donc là où l'Afrique elle-même doit se retrouver dans sa conscience, sur le plan de la décision politique, sur le plan de la décision sociale, sur le plan, le caractère même intellectuel de la chose, c'est-à-dire les intellectuels d'un côté recréent la science africaine et aient donc maintenant des propres épithètes par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur culture, par rapport à leur milieu environnemental, et ils arriveraient donc à pouvoir donc à ces victoires. Mais cela ne saurait passer sans unité. Il faut qu'il y ait une unité. Je n'ai pas dire une unité spirituelle. Il faut donc, en toute intelligence, renverser les tableaux de nos défaites pour en faire des victoires. Voici comment, à partir de nos défaites, comment évoluer et s'émanciper en atteignant les 5 états de notre propre libération. Bon, que faut-il faire réellement et concrètement par initiation pour s'affranchir? Ce qu'il faut faire pour s'affranchir, une fois on a compris nos faiblesses, nos défaites, c'est-à-dire nous avons donc rompu notre lien généalogique. Il faut maintenant remonter dans nos liens généalogiques. C'est-à-dire quoi? Il faut se redécouvrir maintenant qui sont ses ancêtres. Retracer son arbre généalogique. C'est-à-dire savoir qui est son père, qui est son grand-père, qui est son arrière-grand-père. Beaucoup d'Africains ne connaissent que leur père. Leur grand-père à la limite. Mais les autres, dans sa descendance, dans son origine, il y a 400 ans, il y a 500 ans, qui était là? Beaucoup d'Africains ne le savent pas, ne le connaissent pas, ça ne les intéresse même pas. Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils sont rivés d'une descendance d'Abraham, pour la plupart d'entre eux, et qu'ils ont maintenant pour accessit spirituel ancestral les saints que d'autres cultures, d'autres religions ont béatifiés, soi-disant, pour leur faire entrer dans leur conscience qu'ils sont des saints et que leurs propres ancêtres sont des démons. Vous voyez la supercherie? Et pourquoi les gens y croient? C'est par naïveté. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors, la deuxième, donc, c'est ça. Quand vous connaissez déjà l'inféodation, l'assimilation, quand on vous fait croire que vous appartenez à un autre registre ancestral ou astro-généalogique, alors, comprenez à changer. Vous vous désassimilez, vous vous déinféodez et vous commencez par être vous-même. Ça, c'est la deuxième victoire. Si vous le faites, vous avez atteint la libération. La troisième, la spoliation des lieux sacrés. Il faut aller à la reconquête non violente, simplement sur des termes nobles de l'intelligence, afin de pouvoir y parvenir à récupérer donc votre, du moins sur le plan conscient. Même si les vertus y sont encore, mais sur le plan conscient, comprenez que ça vous appartient et allez-y en des pèlerinages. Et vous comprendrez pourquoi vous êtes là-bas. L'épilepsie photosynthétique, commencez à enlever dans votre tête les fantasmes du blanc. Le blanc n'est pas plus supérieur que vous et vous ne cherchez pas à être supérieur à lui. Non, l'Africain a toujours considéré l'autre comme son égal. C'est-à-dire que l'Africain a toujours pensé au nom de son hospitalité qu'il était l'égal d'un être humain. C'est-à-dire quoi? C'est une valeur, une vertu historique
C'est une vertu qui rentre dans les mœurs des Africains de considérer l'étranger, l'autre, comme un alter ego. Continuez dans cette direction. Maintenant, enfin, la dépravation des mœurs. Vous n'êtes pas obligé qu'en allumant la télévision, vous voyez qu'un homme a épousé un homme, une femme a épousé une femme. Vous aussi, vous voulez le faire. Si vous avez un penchant, écrivez à Carrefour des Mystères. Carrefour des Mystères va vous faire ce qu'on appelle un plan empirique, j'allais dire, un protocole de traitement pour la réorientation sexuelle. Parce que vous pouvez le faire, vous devez le faire. Alors, ce n'est pas de votre faute si vous êtes né, que vous êtes attiré par les personnes de votre sexe. Ce n'est pas de votre faute. Maintenant, la faute devient quand on veut utiliser ça comme arme de destruction, comme arme de dépravation, comme arme de manipulation, comme arme de contrôle et de soumission des masses. Alors là, c'est un problème. On glisse vers le satanisme. Refusez ça et dites non. Merci, maître. Il ne s'agit pas seulement d'un combat idéologique, mais d'une révolution de la conscience, d'une libération des contingences impérialistes dont nous sommes captifs depuis toujours et d'une construction d'un nouveau corps de sciences spirituelles africaines. Nous allons maintenant vers un tout autre débat. Ce n'est même pas un débat, mais c'est une connaissance. Et cette connaissance doit être propulsée sur la conscience des Africains afin qu'ils comprennent que leur tradition, leur patrimoine culturel, matériel et immatériel est riche. Cette richesse donc est l'authenticité que nous avons nous-mêmes et que nous avons mis et que la nature a mis à notre disposition pour pouvoir pallier à certaines carences. La carence que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la conception. Vous savez, pour l'Africain, et comme pour tout être ou bien pour tout peuple vivant et existant dans ce monde, concevoir ou bien procréer est un acte anthropologique humain qui permet qu'on puisse assurer la survie de l'espèce et puis la protection et la sécurité de celle-ci. Ici et maintenant, nous allons donc montrer un rite traditionnel que moi-même, je me suis initié dans les confins de Bodou auprès des grands maîtres vaudous qui m'ont montré ces recettes que je vais vous montrer ici grandeur nature au nom de rite de conception. Regardez. La conception est un fait naturel. Tout individu venant en ce monde devra assurer la survie de l'espèce et de sa descendance en commettant l'acte de conception. Sinon, il est une branche morte dans l'arbre généalogique de sa famille. Tous les grands anthropologues du monde entier vous le diront. Il y a 3 principes majeurs qui précisent la conception ou alors la procréation. Il y a d'abord la survie de l'espèce, il y a le développement de l'espèce dans le temps et l'espace, et enfin, il y a la sécurité de l'espèce. Généralement, tout ceci est confiné dans la mémoire collective d'une société. C'est-à-dire qu'un homme et une femme normalement constitués doivent arriver à procréer. Mais pour diverses raisons, tant médicales, physiologiques que sociologiques, un individu peut manquer au devoir de la conception, mis à part un choix délibéré Mbombo. Il y a un certain nombre de raisons qui peuvent causer donc la stérilité chez l'homme et chez la femme. Il y a des raisons médicales, il y a des raisons cliniques, il y a des raisons physiologiques et même il y a des raisons karmiques. Mais quelle que soit la cause, quelle que soit la raison pour laquelle un homme ou une femme ne conçoivent pas et ne procréent pas pour la vie, c'est justement ça que la tribu ou bien la conscience collective ou alors la société en général africaine avait prévu, de pallier à ce genre de carence. C'est pour ça que c'est très important. Il faut comprendre par tradition africaine, par spiritualité africaine, l'ensemble de toutes les valeurs, de tous les œufs, de toutes les coutumes du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Mais la société africaine, dans sa dimension mystico-spirituelle, a mis sur pied une parade à ce handicap et prévu des solutions tradies conventionnelles parallèles à la médecine moderne, ou plutôt substituant des pratiques médicales quand celles-ci se révèlent impuissantes. Bien entendu, la société donc a mis en place un certain nombre de principes, de valeurs, des travaux spirituels et mystiques pour pouvoir pallier à ce genre de carence. Les rites donc font partie de ce genre de paliers qui permettent qu'un individu qui est né peut-être de façon cosmique, de façon karmique ou alors médicale ou physiologique n'arrive pas à procréer. Alors la société donc a mis en place un certain nombre de mécanismes dont les rites. Les rites sont en général l'écho favorable, les fondements des principes spirituels, mystico-spirituels qui rentrent en ligne de compte dans les forces parapsychologiques de la société traditionnelle africaine en général, qui peuvent donc faire part à une évolution, à une émancipation et à une correction d'une carence. Le cas par exemple de la conception. Ces secrets sont une pérennité dans le temps et fort heureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas cédé au déracinement de la colonisation et de l'impérialisme. Malheureusement, la plupart de ces principes spirituels, la plupart de ces supports, la plupart de ces mécanismes traditionnels ont été perdus
ont été déperdus par l'infusion, l'introduction, l'infiltration et l'inféodation des forces exogènes qui ont apporté d'autres valeurs et qui ont supplanté celles qui étaient locales. Malheureusement aussi, les Africains ont suivi du fait de l'auto-aliénation. Ils ont suivi le jeu des Occidentaux qui ont bien voulu que cela cesse. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes perdants dans tout cela. Heureusement que dans la plupart des sociétés africaines, certains acquis sociologiques et sociaux ont été délaissés. Et heureusement aussi, ces enclins ont permis que nous puissions arriver à garder quand même certains vestiges du passé. Jusqu'ici, le Bénin reste la terre bénie des Africains pour avoir su garder les vestiges du passé pour la plupart d'entre eux. Entre et autres de ces secrets, le dépannage de l'appareil génital tombé en panne de stérilité. Et parmi ces sociétés qui ont gardé les enclaves des traditions passées et antiques, il y a le Bénin. Le Bénin, qui est la terre du vaudou, est l'une des grandes institutions mondiales qui relève justement de notre patrimoine culturel matériel et immatériel, qui a su garder un certain nombre de vestiges. Par exemple, le rite de concession que nous allons vous donner tout à l'heure, je l'ai reçu des grands sages, des grands maîtres du vaudou au Bénin. Bambok, vos recherches sur le vaudou au Bénin ont duré 3 ans, parmi lesquels vous avez découvert beaucoup de secrets de la médecine africaine. Une richesse inestimable, un trésor gigantesque. Oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il est bon pour tout Africain de faire au moins un pèlerinage de quelques jours au Bénin au cours de sa vie. Parce que le Bénin est pour l'Africain ce que la Mecque est pour les musulmans et ce que le Vatican est pour les catholiques. Le Bénin est la terre par excellence de la spiritualité africaine. C'est l'exemple type d'une tradition qui permet que l'émancipation de Dieu dans le temps et l'espace puisse être conçue et reste conçue dans une société donnée. C'est pour ça que 3 ans ont suffi pour que je puisse comprendre le mécanisme de cette société et que je vous rappelle aujourd'hui, à la lumière de la parapsychologie, la connaissance réelle du type de spiritualité africaine, d'exemple pris sur le vaudou. Entre et autres de ces secrets, le secret de la conception. Ainsi, vous avez appris une méthode simple et saine de conception. Et de grâce, vous le partagerez avec le grand public. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que l'une des grandes carences qui minent la société africaine en général, c'est la conception et la procréation. Pas un pas sans trouver une femme qui a des myomes, qui a des fibromes ou toute autre affection qui l'empêche de concevoir. Pas un pas sans trouver une personne au moins sur 3 pour les hommes ayant une faiblesse sexuelle ou une impuissance sexuelle ou encore des affections autres, comme par exemple la faiblesse, la sténothérapie, la sténosténie, l'azospermie ou alors toute autre confection qui permettent qu'ils ne puissent pas concevoir. C'est pour ça que ceci va de mise et ceci va les permettre donc de connaître et de comprendre comment faire pour pouvoir s'en sortir et réaliser ce projet qu'on appelle la conception familiale. Dites-nous d'abord dans quelles conditions fait-on ce rite d'une très grande importance pour toutes les femmes et couples africains. Ce rite de conception se fait dans les conditions idéales, c'est-à-dire que dans les conditions de couple, c'est-à-dire que dans des conditions de mariés officiels, c'est-à-dire que des gens dont la société a acquis le mariage, dont l'état civil aussi a admis le mariage. Là, ça va mieux, parce que ce genre de conception, ce genre de rite de conception se pratique à 2. Et il faut que les 2 personnes, donc l'homme et la femme, puissent avoir la même conscience, c'est-à-dire que puissent être de mise par rapport à la projection mentale, donc par rapport à leur vœu de pouvoir concevoir un enfant. Il ne faut pas qu'il y ait un seul des 2 qui soit simplement chaud et l'autre ne le soit pas. Venons-en au fait. Que faut-il préparer comme objet pour ça? Alors, le matériel qu'il faut préparer pour ça, c'est bien simple. Il faut avoir une marmite en terre cuite. Attention, il faudra bien écrire marmite en terre cuite. Il faudra écrire tout ceci, marmite en terre cuite. Il faut avoir de l'huile raffinée. C'est très important. Il faut avoir aussi du sel de cuisine, le sel de cuisine que vous connaissez tous. Il faut avoir l'oignon de conception. L'oignon de conception. Alors, pour tous ceux qui sont adeptes de la religion musulmane, tous les mosquées ont toujours à leur devanture des personnes qui vendent des objets sacrés. C'est-à-dire que nous allons donc voir donc les objets sacrés. Par exemple, vous verrez donc les personnes qui vendent aussi les plantes médicinales qui sont d'origine musulmane. Il faut donc s'adresser à ces gens pour avoir l'oignon de conception. Et il faudra aussi avoir le rognon de bœuf. Le rognon de bœuf. Alors, vous allez donc dans toutes les boucheries
de ville où vous vous trouvez, de marché, tous les marchés du monde entier qui vendent la viande bovine ont ce qu'on appelle le rognon de bœuf. Et enfin, vous devrez avoir aussi du feu. Parce que tout ceci sera préparé dans du feu. Il faudra avoir du feu. Le feu de bois. Il faudra avoir du feu de bois. Ça peut être aussi, non seulement du feu de bois, ça peut être aussi une cuisinière. Une cuisinière même à gaz. Parce que l'essentiel, c'est simplement de préparer. On reverra donc maintenant la préparation. Elle est tout simple. Elle est donc faisable. Mais comme je l'ai dit, il faut que cela se passe sous une impulsion des deux. C'est-à-dire que l'homme et la femme. Alors je résume. Première phase, il faut avoir le rognon de bœuf en 12 parties. Une marmite en terre cuite, de l'huile raffinée, un peu de sel, de l'eau pour la cuisson, une cuisinière bien sûr et un oignon de conception qu'on trouve chez les marchands musulmans dans les abords des mosquées. Il faudra comprendre que le rite de conception se fait sous 3 phases. La première phase, c'est quoi? C'est de trouver le matériel qu'il faut. C'est-à-dire, voilà, ça c'est le matériel qu'il faut. C'est de le trouver, ça c'est la première phase. Première phase, c'est de trouver le matériel qu'il faut. Maintenant, la deuxième phase, c'est la cuisson. Et comment donc faire cuire tout ceci? Attention, c'est très simple comme je l'ai dit. Ce n'est pas du tout compliqué. Et il faut remarquer que ici, pour le rognon de bœuf, il faut avoir 12 parties. Ne me posez pas la question pourquoi 12 parties. On me l'a donné tel quel. Et je vous le livre aussi tel quel, ce secret de ce rite de conception. Le rognon de bœuf, vous aurez 12 parties. Maintenant, au niveau de la cuisson, ce que vous allez faire simplement, c'est de mettre de l'eau. De l'eau dans votre marmite. Et je rappelle que la marmite ici, c'est la marmite en terre cuite. De l'eau dans votre marmite en terre cuite. Voilà votre marmite en terre cuite, par exemple. Vous y mettez de l'eau. Une fois que vous y avez mis de l'eau, vous ajoutez un peu de sel. Donc vous saupoudrez le sel aussi. Donc de l'eau, vous y mettez un peu de sel. Alors maintenant vous prenez votre rognon de bœuf. Vous le divisez en 12 parties. Alors les femmes comprendront que un rognon, un tas de rognons est normalement constitué en plusieurs parties. Mais il faudrait en avoir 12 parties. Je ne veux pas dire que 12 rognons, non. Il faut dans chaque rognon diviser les parties qui sont déjà divisées naturellement. Vous les divisez jusqu'à sorte que ce soit 12 parties. Vous mettez donc les 12 parties de rognons dans la marmite. 12 parties de rognons dans la marmite, dans le rognon de bœuf. Vous mettez de l'oignon, du rognon de bœuf dans la marmite autant que vous avez mis de l'eau et du sel. Ensuite, vous prenez votre oignon de conception, dûment acheté sans marchander, donc ne discutez pas le prix, payez-le au prix qu'on vous l'a demandé. Vous également, vous faites comme de l'oignon normal et naturel, vous le découpez et puis vous l'ajoutez aussi dans la même marmite. Donc, oignon de conception, vous l'y ajoutez aussi. Voilà, la consistance est là. Et maintenant, vous portez à ébullition. C'est-à-dire que vous mettez ça maintenant sur le feu. Pour la cuisson, il faut que ça cuise. Ça doit cuire normalement. Maintenant, en cuisant, vous allez donc ajouter votre huile raffinée. Attention, ne mettez pas de l'huile rouge. Donc ne mettez pas de l'huile de palme. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas de l'huile de palme, je n'ai pas posé la question. En tout cas, un rite, il est conçu de l'époque ancestrale. Il est conçu dans le temps et l'espace. Et il se suit. Je ne sais pas pourquoi on demande de l'huile raffinée, mais c'est ce qu'il faut mettre aussi. Comprenez-le comme ça. Vous mettez donc de l'huile raffinée dedans. Maintenant, vous portez ça à ébullition, c'est-à-dire que vous mettez ça sur le feu. Le feu peut être feu de bois. Ça peut être même une cuisinière à gaz. L'essentiel, c'est de faire la cuisson. Ce n'est pas le problème. Une fois donc vous avez porté ça à ébullition, vous laissez cuire. Alors, maintenant, la deuxième phase est finie. La troisième phase, maintenant, c'est quoi? C'est le festin nuptial. C'est-à-dire que deux époux vont donc manger de ceci. Comme il y a 12 parties, donc 12 points de rognon dans la marmite, ce sera divisé autant. Mais attention, on ne mettra pas ça dans un plat pour manger. Non, on le mangera dans la marmite. Donc, attendre un peu que ça refroidisse. Quand ça refroidit, le mari a 6 morceaux. La femme aussi a 6 morceaux, en mangeant en même temps avec la petite sauce qui est salée et aussi avec de l'huile dedans. Vous mangez tout.
Vous mangez de sorte que même l'oignon de conception que vous avez divisé en petits morceaux dans la marmite que vous avez découpé, vous puissiez également tout manger. Il ne doit plus rien rester dans la marmite. Mais attention, comprenez que ici, ce n'est pas un festin normal. C'est pas un plat copieux. Non, c'est un traitement. Que ce soit bon ou que ce soit pas bon, mangez-le comme ça. Mais attention, un point important est à noter, c'est qu'il faut, avant de commencer, il faut toujours prier. Il faut demander à Dieu la bénédiction du rite que vous allez faire. Parce que ce rite qui est le rite de conception n'est pas du satanisme. Comme on vous l'a fait croire que tout rite africain est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Alors vous le ferez donc comme ça, sans vous poser des questions, mais en faisant confiance à votre Dieu. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Quand vous avez donc fini de manger, parce que ça c'est la troisième phase, vous mangerez tout. Je dis bien tout manger. Il ne doit rien rester dans la marmite. Une fois que vous avez fini de tout manger, vous vous lavez les mains. Une fois que vous avez fini de laver les mains, vous mettez donc la marmite sans la laver, sous le lit. Vous voyez? Vous mettez donc votre marmite sous le lit. Et il va sans dire qu'au cours du mois où vous avez fait ce matériel, dont vous avez fait ce rite de conception, la femme, votre femme, va concevoir. Et il est sans dire que l'homme, même s'il avait des affections cliniquement retrouvées, ou bien cliniquement prouvées, c'est-à-dire l'azospermie, l'asténospermie, ou autre chose, ou autre affection qui l'empêche de concevoir, cela n'a rien à faire, parce que le rite en lui-même est chargé d'émotions ancestrales, et aussi chargé de puissance et de force cosmique condensées au cours du rite, en respectant donc les règles que j'ai données et que j'ai énoncées ici. Vous verrez que le miracle va se produire. Qui vous a dit qu'en Afrique, il n'y a pas de miracle? Si l'on vous a dit le contraire, on vous a trompé. C'est un miracle. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des personnes. Je les ai déjà conseillés à faire ceci plusieurs fois. Ils ont réussi. Pourquoi pas vous? Alors, je résume. Le rite de conception, le matériel, la première phase, à trouver une marmite en terre cuite, de l'huile raffinée, du sel, de l'oignon de conception, de l'oignon de bœuf. Les 12 parties, il faut les avoir. Du feu de bois ou du feu de gaz. La cuisinière. Maintenant, la deuxième phase, c'est la cuisson. Vous mettez tout ceci dans l'eau, donc dans la marmite qui a de l'eau, et vous portez donc à ébullition. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est le festin nuptial. Vous mangez, une fois que vous avez fini de tout manger, vous ne laissez rien dans la marmite, et vous prenez la marmite, vous la renversez sous le lit, et vous remerciez votre Dieu. Mais je dis bien, avant de commencer à faire tout rite, il faut toujours que Dieu soit devant, c'est-à-dire au commencement il y a Dieu, à la fin il y a Dieu. Dieu est l'alpha et oméga. J'espère ici et maintenant que vous avez tout compris sur le vaudou et que vous avez compris que la spiritualité africaine a plusieurs divisions. Il y a la médecine qui vous a donc livré ces rites de conception. Carrefour des mystères au Bénin, une dernière édition sur le vaudou. Nous avons tout dit, nous avons tout compris. Nous avons essayé de faire comprendre aux Africains qu'ils avaient une spécificité spirituelle, exemple pris sur le Bénin, et que la terre de Bénin était une terre sacrée pour tout Africain, et que chaque Africain devrait faire au cours de sa vie au moins un pèlerinage spirituel pour retrouver le vieil esprit africain, pour rentrer en contact avec les forces spirituelles qui s'y meuvent à travers le vaudou. Le professeur Aza a été bien des nôtres, il a été convaincant. C'est un grand prêtre vaudou qui, à travers le monde, valorise la spiritualité africaine. Ici et maintenant, Carrefour des mystères jette le pavé. Mais maintenant, une autre forme de débat s'ouvre. Qui sommes-nous? Que devons-nous faire? Quelle est notre spécificité spirituelle? En fait, c'est ce que, en détail, Carrefour des mystères a essayé de faire comprendre. Mais surtout, quelles sont les défaites qui ont permis que nous soyons un seul peuple et le même peuple, surtout le seul peuple au monde qui est à la fois chrétien, bouddhiste, confucianiste, hindouiste, juif, musulman, et alors que nous avons des spécificités ordonnées. Alors ici, maintenant, Carrefour des mystères vous dit au revoir, mais restez surtout scotchés sur le programme de Afrique Média, car vous ne pouvez pas faire autrement. Afrique Média, le monde, c'est nous. Eric Marcel Wakam était à la réalisation technique. Emeline Sandra Ndongola était à la communication. Alice Ngaoum a assuré la voix off. Pour Djambi, la lumière et le son. Et devant ce micro de présentation, je suis le bon Bob Benoît Biton. On m'appelle l'enfant prodigue. Rayez toutes les mentions inutiles. Je retourne au centre magnétique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviendrai la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Au revoir, bye bye, et à la prochaine.